John McEnroe, qui est le grandissime favori, il a encore peaufiné son image de marque d'affreux Jojo. Oui, il commence à envoyer la balle dans la foule. Il discute avec Jimmy Connors, qui n'est pas content du tout. Il casse sa raquette. Et voilà, il l'a cassée. Il veut s'en aller. Connors le retient. Il va être obligé de rester. Et puis finalement, Connors l'a battu. C'est l'une des plus réjouissantes haines que le sport ait portée. Dans l'Amérique des années 70 et 80, qui découvre le tennis à la télé, le sport business et les grands stades, il faut forcément choisir. Il y a le brun, short moulant et coupe au bol, prêt à tout pour choquer la spectatrice. Et puis le blond, à bouclette et bandeau, qui vocifère contre l'arbitre. Fond de court ou volée? Connors ou McEnroe? C'est un temps où les broncas et les doigts surgissent à l'écran, où le génie côtoie les insultes, où le politiquement correct n'a pas encore sévi. L'aîné provoque, le cadet enrage, et jamais aucun ne cède. Un duel d'une décennie et demie qui va bien au-delà du tennis. Les Américains se séparent en deux camps, c'est vraiment très net. On a deux coqs qui se retrouvent face à face, le vieux coq et le petit coq, et qui ne peuvent pas se sentir au sens presque animal du terme. Ils n'avaient rien à se dire, ils voulaient juste se battre. Quand ils se jouaient, c'était la guerre. C'était terrible, on sentait une sorte de haine. L'Amérique des années 50. C'est celle d'Elvis, où grandit Mohamed Ali et qui verra bientôt mourir Kennedy. Mais Connors et McEnroe naissent en fait dans deux Amériques. Le cœur des États-Unis, East Saint-Louis, Illinois pour Jimmy en 1952. Papa Connors tient le péage du pont qui enjambe le Mississippi. New York et le Queens pour John qui arrive 7 ans plus tard. Le père McEnroe est un grand avocat d'affaires à 2 pas de Central Park. Connors, c'est quand même vraiment un type de l'Amérique profonde, qui vient d'un milieu assez modeste et qui se conduit d'une manière assez grossière en général et en particulier. Sa famille était une famille pas pauvre, parce que je pense que ça serait une erreur de la décrire comme ça, mais qui n'était pas une famille cultivée et sans doute beaucoup plus intéressée par les matchs de baseball que par l'avenir du monde. Connors, c'est le plus américain des Américains. Et à l'époque, les Américains étaient un petit peu ignorants du reste du monde, parce que l'Amérique était quand même, avant d'avoir ces soucis du Vietnam et des choses comme ça, était quand même le pays dominant du monde. Et je pense que Connors se foutait complètement de ce qu'on pensait de lui à l'extérieur des frontières. McEnroe, c'est plus compliqué, c'est un vrai New-Yorkais, avec le côté sale gosse new-yorkais, l'accent new-yorkais très marqué. You speak French or any language? Sit down! Sit down! Understand? Sit down! Mais au fond, c'est un gosse de bonne famille. Il se laisse aller parce qu'il est mal élevé, on l'appelle le sale gamin, mais il est plus chic, au fond, dans toute sa manière d'être. Il a fait une université plutôt cotée Stanford. En plus, je pense qu'il a toujours été séduit par les arts et par le milieu artistique. Donc c'est quelqu'un qui était beaucoup plus ouvert sur le monde que ne pouvait l'être un Jimmy Connors. Derrière ce duel de champions se cachent des femmes à poigne. 2 mamans. Kay McEnroe, l'infirmière, discrète mais ultra exigeante. Elle imagine son fils dentiste et certainement pas sportif de haut niveau. C'est sa maman qui l'a toujours poussé. Kay McEnroe n'était jamais satisfaite de ses résultats scolaires. S'il était deuxième, alors pourquoi t'es pas premier? C'est elle qui lui a inculqué ce goût de la compétition, exactement comme chez les Connors.
Sauf que chez les Connors, ce n'est pas une, mais deux femmes qui vont léguer cette confiance à toute épreuve à leur champion, Mom et Two Mom. Les petits mots d'encouragement dans les chaussettes, c'est Two Mom, la grand-mère. Les hurlements Jimbo sur le bord du court, c'est Gloria, la maman, prof de tennis. Sa mère lui a toujours décrit le tennis comme un combat de boxe. C'est-à-dire qu'il y a des gros parallèles entre la boxe et le tennis. Le tennis, c'est une boxe mentale. On ne se porte pas de coups physiques, mais on se porte des coups au moral. Et elle a tout fait pour que son fils devienne un champion de tennis, en lui inculquant dès le départ le jeu d'abord, elle a vu qu'il était doué, et puis en lui inculquant ce goût du combat. Le premier duel a pour décor Wimbledon, jardin de Jimmy Connors. À 25 ans, Jimbo est le patron des cours. 6 ans déjà qu'il enthousiasme la planète tennis. En 1977, John McEnroe n'est que lycéen lorsqu'il se dresse face à lui pour la demi-finale. 18 ans à peine, totalement inconnu. Et dans les vestiaires, Connors se charge de l'accueillir. Il n'a pas dit un mot à John. Jimmy l'a complètement ignoré dans le vestiaire. La première fois que j'ai posé les yeux sur McEnroe, c'était dans le vestiaire des hommes à Wimbledon, quelques minutes avant d'entrer sur le central. Il me faisait penser au Pillsbury Doughboy, avec un bandeau sur la tête. Je me suis dit, comment diable a-t-il pu se qualifier? C'était clair, j'allais rien lui céder. Et au contraire, lui rentrer dedans. John ne l'avait jamais vu et Jimmy ne lui a pas adressé la parole. John, ça l'a intimidé. Jimmy a essayé de s'imposer en étant arrogant. Il s'est avancé vers moi pour se présenter. Moi, j'ai attrapé mon sac, mes raquettes, et j'ai passé mon chemin. Ni sourire, ni bonjour, ni poignée de main. Comme s'il n'existait pas. Évidemment, ça ne lui a pas plu. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il était en colère. Il a quand même gagné un set. C'est pas si mal. C'était pas le genre à lui faire un câlin ou à lui donner l'heure. Connors a dû le voir arriver comme une menace. Ce premier duel sur le gazon anglais, Connors le gagne. Mais les deux joueurs prennent date. Et le monde du tennis comprend tout de suite qu'entre ces deux-là, on ne va guère s'ennuyer. Ces deux joueurs sont des bulldogs redoutables, avec des origines très différentes, qui veulent gagner, donner le meilleur et divertir le public. Et ils y sont vraiment arrivés, chacun à leur manière. Connors très énervé là. Entre coups de gueule et coups de génie, c'est le début de 14 années d'un duel qui va révolutionner le tennis américain. Mon frère était un génie torturé sur le court. Il amenait tellement de passion au tennis, tellement de flair. C'était Mac le magicien, qui était un génie, une sorte de génie du tennis. On ne comprenait pas comment il jouait, mais c'était quelqu'un, on avait l'impression quand il allait à la volée, qu'il attirait la balle vers lui. Les joueurs avaient un mal fou à deviner ce qu'il allait faire. C'était pas un grand athlète, mais il était tellement rapide. Il était toujours replacé avant même que vous ayez frappé la balle. Wow. D'un côté, peut-être le McEnroe, technicien, l'intelligence, un peu comme un Mohamed Ali de l'époque. Et puis de l'autre côté, c'est Connors, c'était plus le Tyson qui cherchait tout le temps le chaos, à vouloir tout frapper systématiquement sur tout ce qui bougeait. Jimmy Connors était un combattant des rues. C'est le premier joueur de sa génération qui a amené cette mentalité sur le court. Il aimait le chaos. C'était le compétiteur ultime. Il ne vous laissait jamais respirer. Il était sur vous sans arrêt. Alors imaginez ce Connors-là, déboulant avec ses sales manières dans les country clubs du début des années 70. Comme un chien dans un jeu de quilles, pour ces clubs très sélects où la haute société toute de blanc vêtue règne sans partage sur le tennis.
Ici notamment à Forest Hill, le club UP de New York accueille à l'époque l'US Open. C'était calme, on applaudissait, on pouvait même siffler si on n'était pas d'accord avec une annonce de l'arbitre. Jimmy Connors est arrivé avec ses gestes plutôt suggestifs, un peu coquins sur le court. Et nous, on faisait... C'était choquant. Choquer le monde des country clubs, choquer le bourgeois, je pense, a dû être un des grands plaisirs de Connors. Connors avait une tendance difficile à réfréner, à toucher ses organes virils à n'importe quel moment du match, que ça soit pour signifier qu'il avait de la chance, que l'autre avait de la chance, qu'il allait... C'était sans arrêt, toute sa gestuelle était à la limite de l'obscénité. Est-ce que j'ai aimé voir Connors jeter sa raquette? Je crois bien que oui. À chacun sa façon de se rebeller, à chacun sa bête noire. Pour l'un, c'est l'establishment. Pour l'autre, ses fichues trajectoires de balles. McEnroe voulait jouer le match parfait. Il voulait gagner 6-0, 6-0, 6-0 en ne perdant aucun point. C'était ça son objectif chaque fois qu'il entrait sur un court. Et il n'était pas heureux tant qu'il n'y arrivait pas. C'était un perfectionniste. Et quand le cogneur se frotte au perfectionniste, qu'il cherche à le broyer quand l'autre vise le sommet de son art, forcément ça explose. Premier échange de paroles avec Robbie. Et Connors qui dit à Jerry, je t'avertis. Now we have to play. Ouh là là, ça va mal. Et madame applaudit. Avantage Connors. McEnroe et Connors se détestaient. Il y avait vraiment un monde culturel, un monde... voilà, et quand il se jouait, c'était la guerre. Hein. C'était la guerre. Ça faisait des étincelles. On sentait une sorte de haine. Partout où ils se croisent, Mac et Jimbo ont le bon goût de se détester. Leur terrain de jeu favori, c'est New York, Flushing Meadow, dans des duels en nocturne totalement survoltés. Le plus épique de tous, cette demi-finale de 1980. Le père et le petit frère sont là côté McEnroe. Ils ont quitté le court à minuit et quart. Match interminable, combat acharné. Je me souviens de l'intensité. À l'époque, la loge réservée aux familles était pratiquement sur le court. Connors se retournait tout le temps pour parler à sa loge. Ou même de notre côté à nous, pour chuchoter des trucs. C'était sa façon d'être. John était davantage concentré sur le jeu lui-même. La bataille tourne d'abord à l'avantage de John, qui remporte la première manche. Mais la machine Mac se dérègle. Connors avale 11 jeux d'affilée. Mac devient fou. How many are you going to get one right? Mr. Mac. What do you want, Mr. whatever your name is? Mr. Incompetent? Il y a un moment dans ce match-là où, sur une balle de débreak, McEnroe perd le point, explose littéralement, jette sa raquette. La raquette passe de l'autre côté du terrain, va vers Connors. Jimmy l'a ramassé. J'ai cru que ça allait mal tourner quand il a fait mine de la lui lancer. Et en fait, il s'est approché et l'a rendu à John alors qu'il rejoignait sa chaise. À ce moment-là du match, Connors est d'abord exaspéré par McEnroe parce qu'il a tendance à le prendre pour un gamin intenable. Connaissant un peu Connors, il a dû se dire tiens mon petit gars, reprends ton jouet. Connors, mais il devait saliver. Il devait y avoir un plaisir sublime
chez Connors, de pouvoir jeter la raquette à McEnroe comme ça, d'avoir rendu fou McEnroe. Je pense que ça, ce sont des moments... Aujourd'hui, ça doit être encore... Il doit se sentir humilié de ce qui s'est passé pendant cet instant, McEnroe. Le plaisir est de courte durée pour Jimmy Connors, qui finira par s'incliner au tie-break dans la 5e manche. La poignée de main est à l'image de leur relation glaciale. C'est vraiment cette longue, dure rivalité Connors-McEnroe qui fait du tennis aux États-Unis un sport populaire. C'est vraiment à ce moment-là que ça se passe. Avant, bon, c'est toujours les grands sports américains, le baseball, le football et le basket qui dominent. Mais ce qui se passe sur le court quand il y a Connors et McEnroe qui jouent, ça en fait un sport de gladiateur, un sport pas très bien élevé, un sport que les gens peuvent regarder comme ils regardent un match de foot entre copains avec une bière en poussant des hurlements. C'est le moment où beaucoup d'enfants vont se mettre à jouer au tennis et le moment aussi où beaucoup de sponsors vont rentrer dans l'arène, si j'ose dire, avec des contrats publicitaires comme on n'en avait jamais vu auparavant. La période Connors-McEnroe, c'est la période de la plus grande popularité du tennis aux États-Unis. C'est pas la même chose aujourd'hui. Cette euphorie, ce public en délire, pousse les organisateurs de tournois à sortir des clubs où ils sont désormais à l'étroit. À la fin des années 70, un stade immense est construit à New York, Flushing Meadows, 18 000 places. Le tennis change de peau et en même temps d'esprit. Une partie du public vient pour se divertir. Et Jimmy le sait. Tout le monde sait que McEnroe est susceptible de sortir un « Vous n'êtes pas sérieux ». C'est son slogan. D'ailleurs, s'il ne le fait pas, il repart déçu. Et Jimmy, c'est pareil. Les gens viennent voir un show. Ils considèrent qu'on leur doit un spectacle et pas seulement un match. Et forcément, la télé s'empare aussi de ce show. Dans la foulée de la construction du stade, la première chaîne 100% sport voit le jour en 1979. ESPN diffuse tous les matchs, sans attendre les finales. Désormais, un Connors-McEnroe se savoure aussi dans son canapé. Les organisateurs de tennis comprennent très vite que la télé va les rendre populaires. Alors qu'il y a des sports qui ont résisté à l'arrivée de la télé. Le foot, par exemple, ne voulait pas voir ses matchs retransmis parce que ça enlevait des spectateurs dans les stades. Et d'un seul coup, les joueurs de tennis sont devenus des idoles parce que vous les aviez en gros plan dans votre salle à manger, dans votre salon, pendant des heures. Il y a plus de gros plans de McEnroe et de Connors à cette époque-là que de n'importe quel acteur de cinéma dans un film. Donc ces gens vous sont familiers. Et comme en plus, ils expriment des sentiments extrêmement forts, de colère, de rage, de douleur, des choses comme ça, ils deviennent des idoles, mais mécaniquement. Des idoles vers qui l'argent afflue. Maillots, shorts, chaussures. Beaucoup d'équipementiers commencent à draguer les champions. Connors encaisse les dollars des uns ou des autres, se fâche avec une marque, signe avec une autre. Fidèle à une seule chose, sa raquette en métal, sa Wilson T2000, même lorsqu'elle n'est plus fabriquée. Un vrai dinosaure impossible à corder. Un jour, Connors me donne quelques raquettes à faire. Je corde, et j'en casse autant que je fais. Alors je me fais parfois mal aux mains parce que ça, quand la corde pète, on est à 25-26 kilos, il y a quand même énormément d'efforts. Et je lui dis, Jim, j'ai pas fini. Et parce que ça casse tout le temps. Et oui, je sais. Je dis, mais quand est-ce que tu changes de raquette? Alors, avec son vocabulaire à part, il me dit, tu changes ta main, connard. Alors, sur le moment, ouais, m'a traité un peu d'eux. Puis, et il a raison. La raquette, c'est sa main. Connors a quasiment toute sa carrière joué avec la même raquette. Et il se dit, et je pense que c'est vrai, qu'en fait, Connors n'a jamais été payé vraiment pour jouer avec cette raquette, parce que
probablement que Wilson savait qu'il n'était pas capable de jouer avec une autre raquette qu'avec cette raquette qui lui allait à merveille. C'était quelqu'un qui, je dirais, sur le plan des contrats, était probablement moins spectaculaire qu'un McEnroe. Et puis c'était le début aussi un petit peu de tout ça. C'est les premiers gros contrats, c'était effectivement McEnroe, ça a été Borg, gros pour l'époque. Hein. En cette fin des années 70, McEnroe est à l'origine de l'un des plus retentissants succès du marketing sportif. John Le Sale Gosse écrit l'histoire de Nike. Pour la première fois, une star du tennis vend son image de rebelle à un marchand de chaussures et à son fondateur, Phil Knight. Ils sont venus le voir jouer. Phil Knight, le président de Nike, a vu John dans un tournoi junior à Dallas. Et il a dit à ses hommes, « Faites signer ce garçon. » C'est ce qu'on a fait. Et John n'a jamais quitté Nike depuis. McEnroe était le prototype parfait pour lui parce qu'il pouvait l'utiliser. Il ne laissait pas les gens indifférents. Il râlait, il cassait les raquettes. Donc tout ça a un prix, tout ça est formidable. C'est pour ça que Phil Knight est rentré dans ce trip-là. Il a dit, c'est vraiment lui que je veux. Il a 18 ans, mais je suis sûr qu'il a du potentiel, je suis sûr qu'il va être fort. Donc je vais faire ma carrière autour de lui. Rien de tel qu'un bon scandale. Le marketing sportif est né. Et chez Nike, on se frotte les mains. Des gens se plaignaient auprès de Nike. Mais Phil Knight nous répétait « Nous, on adore ce garçon si particulier. Ne vous inquiétez pas. » C'était important pour eux d'avoir le numéro 1 mondial. Ou presque. Ça leur faisait de la publicité. Quand un journal racontait que John s'était disputé avec un arbitre et disait ensuite « Au fait, John a gagné 6-1, 6-3, 6-4 », tout le monde était content. Il a commencé à porter ses premières paires en 78 et il est toujours sous contrat chez Nike actuellement au bout de 37 ans. C'est une histoire extraordinaire. Et aujourd'hui, cette chaussure est depuis 37 ans sur le marché parce que c'est la McEnroe. C'est des plus grandes réussites marketing, en fait, du sport marketing dans le tennis, quoi. Il n'y a pas aujourd'hui une telle réussite ailleurs, quoi. Je veux dire, c'est la Air Jordan dans le basket, oui, mais la Stan Smith et la Supreme Court, c'est extraordinaire. McEnroe, emblème de Nike, Connors qui butine d'un sponsor à l'autre, sans oublier les matchs officiels et certains tournois exhibitions où l'on se partage jusqu'à $1 million. Entre Mac et Jimbo, la rivalité est donc aussi financière. Ces types gagnaient énormément d'argent, mais énormément. Comme Jimmy venait d'une famille moins fortunée, c'était important pour lui de se sécuriser financièrement et de gagner de l'argent. Ça en faisait un héros. L'Américain à succès, le millionnaire, avec ses avions privés, ses limousines. Sexe, drogue et rock'n'roll. Je pense que ça peut faire aussi perdre les pédales, tout ça, cette obsession de l'argent. Et qui est meilleur que l'autre? John était considéré comme un grand, un type qui gagnait beaucoup d'argent avec la moustache, ce côté beau mec australien. Jimmy faisait tout pour rivaliser avec lui là-dessus. La bagarre sur le court et en dehors. En 1980, John McEnroe est numéro 1 mondial. Mais c'est aussi une immense star. Bien au-delà des cours de tennis. Ses profs de guitare ont pour nom Eric Clapton, Eddie Van Halen, Aerosmith, Santana ici en 1982. Les plus grands noms du rock gravitent autour de lui. 5 ans seulement après la première rencontre et cette humiliation dans les vestiaires de Wimbledon, John l'élève a rattrapé Jimbo le maître. Très loin de la marionnette ridicule qu'imaginait Connors. Champion le jour, rocker la nuit
Et personne n'y trouve rien à redire. La génération Connors, McEnroe, Borg, Gerulaitis, Vilas, sur un tournoi comme Monte-Carlo, on pouvait les trouver en boîte de nuit entre deux matchs. Aujourd'hui, vous n'imaginez pas trouver Federer, Nadal ou Djokovic dans une boîte de nuit pendant Roland-Garros. Pas possible. Il leur est interdit de le faire, pas pour la morale, mais parce que physiquement, le sport est devenu beaucoup plus dur et parce que les adversaires sont beaucoup plus forts. Donc je pense que le sport lui-même a généré, le progrès du sport professionnel a généré des comportements de plus en plus professionnels. Et on est rentré dans l'ère des sports totalement professionnels. Oh non, là, je ne suis pas d'accord. Je vois cette balle pleine ligne. Voulez-vous confirmer là? Voulez-vous vérifier la trace? Pour l'heure, la fièvre accompagne donc les nuits comme les jours. Sur le court, McIlroy n'a de cesse de contester. McEnroe devient le cauchemar des arbitres. There's no mark where he just did it. That was right on the line. No, but he didn't say there was no mark. There was no mark where he did it. No, but Jacques, there's no mark there. McEnroe faisait très rarement confiance complète aux officiels, que ce soit arbitre et juge-arbitre. Je dis ça sans aucune sévérité, mais vous savez, j'ai toujours dit à mes arbitres, et j'en ai eu quelques milliers sous mes ordres, si j'ose dire, que si le premier quart d'heure se passait bien, tout allait bien se passer. Surveillez votre premier quart d'heure. En 1981, le quart de finale de McEnroe à Roland-Garros reste pour Jacques Dorfman et son équipe d'arbitres l'un des souvenirs les plus marquants de leur carrière. D'entrée, il les met sous pression. No, I want you to ask him again how long we're supposed to play in wet, rainy conditions. And I'd like you to give me an answer when I come back. All right? Ask him now. Oui. Monsieur McEnroe demande combien de temps il est supposé jouer sous cette pluie qui pleuvine et il voudrait une réponse immédiate. Il était 5h30 du soir, le temps était médiocre et John pensait que les circonstances atmosphériques et l'état du terrain en particulier, lent, le défavorisaient. Donc, il ne voulait pas jouer. Malgré tout, à cause du public, qui aurait mis le feu au stade si on n'avait pas programmé ce match, il a joué. À plusieurs reprises, John m'a demandé de descendre sur le court pour vérifier l'état du terrain, en disant le terrain n'est pas jouable, le terrain est glissant, je vais me casser la figure, etc. Et naturellement, ces propos étaient accompagnés de gestes, et les gens m'ont dit, mais il a dû vous dire des choses terribles, des choses très graves, des choses, il vous a peut-être même insulté. Bon, dire que c'est très aimable, ce serait excessif, mais il lui est arrivé de dire des choses bien pires. Pendant toutes ces années, les colères du petit génie intriguent le monde du tennis. Il n'a jamais eu de problème avec l'autorité quand on était gamin. C'était l'aîné de la famille, excellent à l'école, comportement impeccable. Je revois mon père à table lui disant « John, il faut arrêter ça ». Je lui disais « Arrête, t'es trop bon pour ça, laisse tomber, oublie ». Il ne faisait pas attention à ce que je disais. Papa, j'arrive pas à me contrôler, je bouillonne. Faut dire que l'atmosphère était surchauffée. Il me prenait sous son bras comme ça et il me disait « Papa, ça n'arrivera plus ». Le lendemain, au bout de 3 échanges, il hurlait sur l'arbitre. C'était frustrant pour moi, mais c'était sa nature. Et il détestait perdre. Forcément, ça jouait.
Il faut revenir à ses années d'école et à son sens de l'honneur. Son prof principal à la Trinity School de New York m'a dit « On n'a jamais eu de problème avec John, parce qu'il n'y avait pas d'officiel, pas d'arbitre, pas de juge. Et s'il y avait un doute, il donnait toujours raison à ses adversaires. Il leur donnait le point. » Et donc d'avoir tout d'un coup quelqu'un en haut d'une chaise décidant si la balle est dedans ou dehors, quelqu'un qui ne jouait pas et avait un coup d'œil beaucoup moins précis que le sien, ça le blessait profondément. Êtes-vous en train de sous-entendre que je réclame quelque chose que je ne mérite pas? C'est comme ça qu'il raisonnait, et ça le rendait furieux. C'était mettre en cause son honneur. Je suis une personne honnête, j'ai vu cette balle bonne, donc elle l'est. Et si je pense qu'elle est dehors, eh bien je vous le dirai. Ce tempérament chez McEnroe va s'avérer le fondement d'une redoutable stratégie. Avoir fait tomber Jimbo de sa place de numéro 1 mondial ne suffit pas, il convoite aussi son statut de rebelle. La place de bad boy est au cœur de la rivalité et toutes les occasions sont bonnes. John McEnroe n'a jamais supporté les perturbations et pour lui, les gens qui tournent autour du court, comme les photographes, les caméramans, les preneurs de son, tous ces gens-là, sont des perturbateurs et des empêcheurs de jouer en rond. Donc, très souvent, quand il n'a pas réussi à s'en prendre à un arbitre, il va s'en prendre à un micro, à un photographe. Surtout quand on prend des photos au moment où il est en train de faire son lancer de balle, ça l'insupporte. Ça fait clic hein, quand on prend les photos. Alors, de temps en temps, il allait voir tous les photographes. Et là, c'était devenu ses ennemis. Et il était là, mais on disait, plus d'une fois d'ailleurs, il a tapé dans les appareils photos des journalistes, plus d'une fois, ou alors en faisant semblant. Alors, tout le monde avait la trouille. Ou alors dans les micros, pour qu'on n'entende pas après à la télévision ce qu'il pouvait raconter. Donc il s'en prenait à tout le monde, il pouvait s'en prendre à la foule, et puis souvent c'était à l'arbitre. Mais il s'est rendu compte aussi que cette manière de faire pouvait déstabiliser l'adversaire. Et donc c'était toujours dans des moments assez critiques qu'il faisait son cirque. Un Cancelotti médusé, Connors va expliquer à l'arbitre qu'il ne doit pas aider le juge de ligne à retrouver la trace d'une balle. Connors, lui, s'adapte. Dépossédé de son rôle de teigneux, il change de registre et use de plus en plus de ce pouvoir comique. Alors qu'est-ce qu'il nous fait Jimmy derrière là? Et là, qu'est-ce qu'il nous fait? Le public adore, l'adversaire déteste. Alors que Ronald est... Chaque fois que vous loupiez un coup facile, il disait « Allez, bouge-toi, frappe la balle dans le tamis. » Ah, il n'est pas foutu de frapper la balle. Moi, je n'entendais pas tout ça. Mais il disait « Centre ta balle, allez !» Il rigolait, ce gamin n'est pas foutu de centrer sa balle. Il invectivait les juges de ligne s'ils annonçaient sa balle faute. Il faisait tout pour vous mettre en colère. La différence entre Jimmy et John, et moi-même, c'est que Jimmy et moi, on faisait ça en rigolant. John était très sérieux. On avait l'impression qu'il voulait tuer l'arbitre, ou tuer l'adversaire. Nous, on le faisait en plaisantant, et c'est la grosse différence. Petit toucher de balle. Il a imité McEnroe. Quel showman. Connors, c'était quelqu'un qui allait largement au-delà de la limite de ce qu'on admettrait aujourd'hui. Il essayait d'influencer les juges, il essayait d'influencer l'adversaire, il avait tout un jeu psychologique vis-à-vis de l'adversaire pour le placer, pour le mettre en difficulté. Il le moquait. Quand il dominait, il avait tendance à le chambrer sans arrêt. Je ne pense pas qu'il ait jamais rendu un point. Je ne pas souvenir, mais c'était pas le genre à effacer une trace et dire que c'était bon. Ça, c'était le boulot de l'arbitre. Alors, trichait-il? Pas forcément, mais il était toujours à la limite de ce qu'on pouvait se permettre sur un court à cette époque-là, c'est-à-dire beaucoup plus qu'aujourd'hui. McEnroe est furieux. Il a maquillé la marque, dit-il. La manipulation à la limite de la triche.
À ce jeu-là, Connors et McEnroe sont aussi experts l'un que l'autre. John passe tellement de temps à contester que l'adversaire supplie parfois l'arbitre de laisser tomber. La balle est bonne, dit Higueras. Qu'est-ce que je fais? Higueras tombe à genoux, je vous jure qu'elle est bonne. Une année où je le jouais à Wimbledon, il a mis plus de 5 minutes pour servir. C'était dans un tie-break au changement de côté. Normalement, c'est instantané, ça lui a pris 5 minutes. Et l'arbitre n'a rien dit. Il avait la trouille que McEnroe lui hurle dessus. Il a mis 5 minutes entre 2 points. C'était pas pour aller aux toilettes, juste entre 2 points. Est-ce que ça m'a mis en colère? Évidemment. Je menais dans le tie-break et il a fini par le gagner. J'étais furieux. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. C'est très injuste. C'est de la triche. Mais les arbitres l'autorisaient à tricher. Appelez ça comme vous voulez, c'est de la triche. Mais d'une certaine façon, c'était une de ses grandes forces. En fond de cours ou même sur la chaise, beaucoup de juges sont encore amateurs à l'époque. Des gars du coin qu'on forme sur le tas. Les fortes têtes n'ont vraiment rien à craindre. On ne pouvait rien faire. Il n'y avait pas de sanction prévue. Donc le joueur continuait, hurlait ses insanités, tenait sa raquette entre les jambes, faisait des doigts d'honneur, marmonnait des horreurs. Étant sur le court avec lui, on entendait et on voyait tout ça. En gros, nous, on y allait pour faire notre boulot d'arbitre et on se retrouvait à faire du babysitting. Le calvaire des arbitres cessera finalement grâce à un vieux complice de Connors. Ilie Nastase poussera le bouchon tellement loin que le code de conduite sera totalement remis à plat. Ce soir-là, c'est justement John McEnroe qui se dresse sur la route du Roumain à New York et tout dérape. Aujourd'hui encore, j'ai du mal à croire ce qui est arrivé. J'avais 33 ans. John était très jeune. Mon entraîneur, Roy Emerson, m'avait expliqué comment agacer McEnroe. Je n'avais aucune chance de le battre à la régulière. Il était meilleur que moi. Donc il fallait que je gruge. Je prenais tout mon temps entre les points. J'ai même fait semblant de dormir sur le court. McEnroe envoie des bras d'honneur au public. Nastase, lui, demande qu'on appelle la tour de contrôle pour détourner les avions qui passent au-dessus du court. L'arbitre craque, disqualifie Nastase et déclare McEnroe vainqueur. La foule a commencé à jeter des canettes de coca. La police est arrivée, le juge arbitre aussi. Il m'a remis dans le jeu. C'est le match le plus fou de ma vie. La presse crie à la révolution. Dans l'équipe, Denis Lalanne dénonce une nuit du 4 août. Un grand soir, abolissant la noblesse que le tennis promenait depuis plus d'un siècle. Nous ne sommes plus dans un tournoi du Grand Chelem, mais chez les sous-développés du tennis. Chez les dingues. C'est un scandale. On considérait que c'était la fin des temps et que si on continuait comme ça, plus personne ne supporterait jamais de regarder un match de tennis. Les sales gosses au coin. Le tollé est tel que les règles du tennis vont être remises à plat. Plus question de parler à l'arbitre. Cela prendra des années. Mais ça ne calmera pas pour autant le New-Yorkais qui, 10 ans plus tard, réussira l'exploit d'être le tout premier joueur à se faire exclure d'un tournoi du Grand Chelem. La navette spatiale exposée actuellement au Bourget passe au-dessus du stade Roland-Garros. Heureusement pour lui, le sale gosse est aussi un bon Américain, qui, même à Paris, ne manque pas d'honorer un symbole comme la navette spatiale. Cette fois-ci, les nationalistes, vous savez qu'ils jouent toujours la Coupe Davis quand il le faut.
comprend à la limite bien que le spectateur français s'intéresse aussi à cela. Mac, c'est donc aussi la Coupe Davis, tournoi par équipe nationale. Et différence majeure entre les deux, Jimbo la fuit, lui la gagne. 5 fois, 12 ans sous le maillot américain, 41 victoires en simple et l'amour du drapeau depuis le berceau. C'était important pour moi. John et Patrick se souviennent que je les couchais le soir en chantant l'hymne américain. Les Américains apprécient vraiment que McEnroe, ils défendent le pays, ils défendent le drapeau, ils défendent pas seulement McEnroe. Connors, lui, ne pouvait pas affronter ça. Il ne comprenait pas le concept même d'équipe, l'idée de penser à quelqu'un d'autre. C'était trop pour lui. Donc il a été catastrophique comme équipier de Coupe Davis. La fois où on a mis les deux dans l'équipe, ça a été encore pire que tout. C'est une finale de Coupe Davis en Suède, où c'est une horreur pour les États-Unis, une honte pour le tennis américain, puisque non seulement ils se sont fait battre 3-0 par les Suédois, mais en plus ils se sont comportés comme des petits joueurs. Jimmy a complètement disjoncté. Il s'est mis à secouer la chaise sur laquelle l'arbitre était assis. Le lendemain matin, il a fallu qu'il s'excuse. Et c'est parce que Jimmy s'est excusé qu'ils n'ont pas été disqualifiés et qu'ils les ont laissés jouer. Arthur Ashe était capitaine. Il a dit à John, c'est la Coupe Davis, il faut que tu te calmes. Et John lui a répondu, ta gueule, tu restes assis et tu ne me parles pas. C'était Arthur Ashe, qui est quand même quelqu'un de très humain. Arthur n'a rien dit, et John a gagné son match. Il a compris qu'il faut laisser faire John à sa façon. Ce duel de grandes gueules, totalement débridé, passionne l'opinion américaine des années 80 et la divise. Jimbo ou John? Le boxeur ou l'esthète? Le clown ou le colérique? Le gars de l'Illinois ou le New-Yorkais? Même ceux qui n'aiment pas le tennis ont leurs préférences. Dans les grandes années de leur rivalité, les gens se séparent en deux camps, mais c'est vraiment très net. Alors c'est vrai que les New-Yorkais, je peux vous le dire, sont 100% McEnroe. Voilà, c'est leur garçon, il est à eux, il leur ressemble. Dans l'Amérique plus profonde, ça se divise évidemment selon les régions, selon les sensibilités. Ceux qu'on appelle la classe ouvrière blanche sont davantage du côté de Connors. Au fond, ce garçon sans raffinement mais tellement efficace, ça leur plaît bien. McEnroe, par certains côtés, à certains moments, a pu faire honte aux Américains par son comportement emporté et incontrôlable. Connors a dû pouvoir choquer à ses débuts l'establishment, mais après, Connors a été vraiment à incarner le fighting spirit américaine, la conquête, l'envie de gagner, ces choses-là. En plus, il a, en épousant une playmate à une certaine époque, réalisé l'idéal de pas mal d'Américains de base. Patty Connors, les Américains l'ont adopté comme ils avaient déjà aimé l'idylle avec Chris Evert. Au milieu des années 80, McEnroe, lui, épousera Hollywood, Tatum O'Neal, l'actrice oscarisée, allant même jusqu'à inspirer Andy Warhol. Les femmes, les artistes, les politiques aussi complètent le tableau. Et là, c'est surtout le terrain de jeu de John McEnroe. Je pense que l'un et l'autre incarnent des choses qui les dépassent, qui ne sont pas forcément leurs options personnelles profondes. Connors, avec son côté, ouais d'accord, je suis l'Amérique profonde et je suis comme ça, il faut me prendre comme ça ressemble davantage à une forme d'arrogance républicaine. Et c'est vrai que McEnroe, new-yorkais, cultivé, même avec son langage de charretier, il est plus proche en sensibilité des démocrates de cette époque-là. Les gens plus réacs auront eu tendance à s'identifier davantage à Connors et les gens se sentant plus progressistes, plus glamour d'une certaine manière, ont davantage choisi McEnroe.
Cette Amérique partagée semble finalement avoir tranché en faveur de Jimmy Connors, même à Flushing Meadow. Plus ardent, plus généreux avec le public. John avait du génie, mais Jim était beau. Connors incarnait l'esprit de révolte de New York contre l'autorité bien mieux que McEnroe. C'est une question de personnalité. C'est assez étrange, mais Connors a vraiment capté les vibrations de New York. Et le public de New York aussi. Ce qui a d'autant plus agacé McEnroe. John était jaloux de la façon dont Connors, avec le temps, avait compris comment fonctionnait le public. John était à la fois admiratif et furieux que Jimmy mette le public dans sa poche beaucoup mieux que lui. Les amateurs de tennis voyaient bien que John faisait des choses que très peu de joueurs avaient fait. Seulement beaucoup d'amis me disent « J'aimais regarder jouer ton frère, mais j'étais pour Connors ». Avoir retourné le public est sans doute la plus grande fierté de Jimmy Connors. Dans ses derniers duels avec McEnroe, il savoure. Surtout quand il gagne, comme ici à Toulouse, à 37 ans. It's been my fun and my pleasure to play him. He's a great champion and one that will be around for a long time, and hopefully my friend also. Congratulate Mr. Connors. I thought that he was supposed to be an old man. No, I think I come back next year if Jimmy doesn't come back. Mais Jimmy n'aura de cesse de revenir, galvanisé par cette rivalité avec son meilleur ennemi. 20 ans d'une carrière anormalement longue. Regardez votre image. Il y a un double entre les deux anciens. Jimmy Connors en bleu, Rita United en blanc. Connors sur tous les tableaux, la gagne et l'humour. Jusqu'à ce dernier grand récital de 1991, à 39 ans, une demi-finale à l'US Open, et à Roland-Garros, ce troisième tour dantesque contre Michael Chang, qui l'emmène au 5e set, avant de lâcher prise. À 19h25, plus personne n'a souri. Jimmy Connors annonce son abandon à l'arbitre. Ah là, je peux plus, je dois arrêter. Vous êtes sûr? Bah oui, si vous pouvez même prendre ma raquette et aller jouer à ma place. Moi, je ne peux plus jouer, c'est terminé. Moi, j'appelle ça de l'élégance. Cette élégance suprême de Jimmy Connors contre Michael Chang, entamant le 5e set, gagnant le premier point du 5e set. Et pour moi, c'est une très grande valeur, ce point qu'il a gagné. Il peut dire qu'il a quitté le tournoi cette année-là, en menant contre Michael Chang et en tenant à marquer le premier point du 5e set et n'abandonnant qu'à ce moment-là. Enfin, moi, ça m'a profondément marqué et je pense que le public, ça l'a aussi, c'est un souvenir qu'il gardera de Jimmy Connors. L'ancien démon devenu héros. Un salut au public, une ovation. Mais dans le couloir, les caméras saisissent sa véritable souffrance. Celle qu'il cachait. Jimmy et John posent la raquette ensemble l'année suivante, en 1992. Mais pas la hache de guerre. Sur les tournois seniors, ils gardent le bon goût de se détester. Fidèles à eux-mêmes sur le court, mais aussi en dehors. Il y a un symbole pour moi, c'est assez net. C'est la première chose qu'a faite McEnroe, je crois que c'était d'ouvrir une galerie d'art moderne. Et ce qu'a fait Connors, c'est de s'allier avec des gens qui investissaient dans des casinos flottants. Je pense que là, on peut chercher des différences, il y a une grosse différence. Is there a problem, officer? McEnroe révèle aussi un humour insoupçonné durant sa carrière, exploitant à fond son image de rebelle. It's on the line. I'm sorry, sir, it's out.
It's in! How can you possibly call that? I mean, it's clearly in! It's out. It's in! It's out. It's in! It's out. You cannot be serious! Ce sens de l'autodérision This is some bullshit! le rend également incontournable comme consultant télé. Beaucoup plus que Connors, qui se concentre sur le golf, en gérant la fortune accumulée pendant sa carrière. Les ennemis du cours ne sont certainement pas devenus des amis. L'hypothèse d'une interview conjointe leur fait toujours lever les yeux au ciel. Mais l'un et l'autre le savent, la rivalité leur a profité. John a toujours dit que Connors l'avait rendu meilleur, parce qu'il jouait chaque point comme si c'était le dernier. John en parle souvent à propos de Djokovic, qui a Nadal et Federer face à lui depuis des années. Jimmy avait à peu près la même personnalité que John, à peine différente, disons légèrement plus crue. Quand vous êtes gamin, que vous vous hissez jusqu'en demi-finale de Wimbledon, vous faites ça au talent, et vous avez le sentiment que vous êtes le meilleur du monde. Mais c'est évident que Connors, avec l'intensité qu'il amenait sur le court, a fait de John un meilleur compétiteur et lui a fait comprendre « Ok, voilà ce vers quoi je dois aller ». L'Amérique n'a jamais retrouvé cette authenticité dans une rivalité tennistique. 20 ans après, Mac et Jimbo n'ont pas d'héritier. L'héritage, pourtant, est inestimable et laisse beaucoup de nostalgiques. Maintenant, le tennis est un petit peu aseptisé, mais il est sûr qu'il fut un temps, enfin, nombreux sont les gens qui me disent « Ah, je regrette Nastas, je regrette McEnroe, je regrette Connors », et que beaucoup de gens se disaient « Ah ben, est-ce qu'un de ces bad boys, comme vous dites, va peut-être secouer la chaise d'arbitre et faire descendre l'arbitre ?» C'est sûr que maintenant, ça n'a plus de chance de se produire. Vous étiez Connors ou McEnroe? Je crois que c'est McEnroe qui a gagné. Il est à part. Moi, je suis McEnroe. Mais j'ai un grand respect pour le champion Connors et pour la manière dont il a pu se maltraiter pour arriver à aller au bout de lui-même. Ah, mais j'étais totalement McEnroe. C'était vraiment aussi beau qu'un danseur étoile. Et certes, il se conduisait mal, mais à côté de Connors, il avait vraiment l'air d'un fils de famille. Mon fils est l'un des 10 meilleurs joueurs de tous les temps. John McEnroe, tennis. Un génie torturé, mais plus si torturé désormais. Just genius. Ainsi s'achève la collection.